L'ordre du Temple reçoit ainsi des donations de la part de toutes les catégories de la population. Les Templiers eux-mêmes contribuent à l'essor de leur institution en renonçant à leur possession au profit de l'ordre. Sur ce document, un chevalier qui vient d'entrer au Temple en Terre Sainte décide de donner ses terres situées en Picardie. Au nom de la Sainte et inséparable Trinité. Amen. Moi, Raoul de Resson, pour le remède de mon âme et de ma famille, j'ai attribué à Dieu et à la maison de la chevalerie du Temple 80 hectares de terre, et j'ai concédé qu'ils la possèdent librement en paix et pour toujours. Ensuite, j'ai reçu l'habit de cette même maison, et je me suis donné moi-même comme son serviteur. Ce document est très rare parce que c'est à la fois une donation d'un petit chevalier de Picardie et aussi l'entrée dans le temple de ce chevalier. Cet acte indique bien qu'il rentre dans l'ordre du Temple. On a quelqu'un qui était en croisade, il est parti avec toute l'armée du roi, avec son comte, Raoul comte de Soissons, et puis là sur place, il va rentrer dans l'ordre du Temple. Il donne ce qu'il a, une terre très très loin de Jérusalem. C'est un document qui est revenu de Terre Sainte, c'est super spectaculaire, c'est quelque chose de rarissime. Les nobles français participent eux aussi à la levée de fonds. La preuve avec ce document datant de 1159 et signé par Henri II, comte de Champagne. Lui décide d'apporter sa contribution non pas en donnant ses terres, mais son argent. Moi, Henri, comte palatin de Troyes, je notifie au présent et au futur que mon père, le comte Thibaut, avait donné 7 marques d'argent aux frères du Temple. Moi, pour le salut de son âme et de la mienne, je leur ai assigné 24 livres de Provinois sur le ton-lieu de Troyes, 12 à la foire Saint-Rémy et 12 à la foire Saint-Jean. Et je leur ai concédé qu'ils les posséderont à perpétuité. Et pour que cela reste établi, j'ai ordonné qu'ils soient consignés à l'écrit et qu'ils soient corroborés par l'impression de mon sceau. Le ton-lieu, c'est les taxes qui pèsent sur les ventes et les achats. Donc c'est une taxe sur le commerce, en fait. Et les foires de Champagne sont en plein essor, elles sont très riches. Donc il leur donne un revenu bien précis, annuel, qui va leur permettre d'accumuler des liquidités chaque année. Le peuple, les chevaliers, les nobles, mais aussi les rois. Richard Ier, dit Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre à la fin du XIIe siècle, sera lui aussi un fervent défenseur de la cause templière. C'est un des rares documents de Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, duc de Normandie, qui fait une confirmation de tous les biens de l'ordre du Temple en Normandie, puisqu'il est duc de Normandie. Richard, par la grâce de Dieu, roi des Anglais, duc de Normandie et comte d'Anjou. Nous confirmons les donations faites aux frères de la chevalerie du Temple de Salomon en Normandie. Des terres, des villages ou des hommes. Ils ne paieront ni impôts, ni droits sur les passages, les péages ou les ton-lieux. Cet acte est adressé aux archevêques, aux évêques, aux sénéchaux, à mes agents et à mes fidèles de toute la Normandie. Cet acte, il a été décliné sous cette forme-là ou sous forme de copie authentique auprès de toutes les institutions administratives, financières du duché de Normandie. Cet ensemble de documents montre bien la convergence des protections. Dans chaque royaume, les souverains y vont de leur protection, de leur donation, et à l'intérieur de chaque principauté, de chaque comté, il y a des donations particulières qui sont faites en fonction des revenus qui peuvent être mobilisés pour les Templiers. On a tout un système à la fois politique et économique qui se met en place, qui émane d'autorités de niveaux très différents. Grâce à toutes ces donations, le réseau de commanderies templières où vivent les membres de l'ordre chargés de faire fructifier les avoirs du Temple se développe à grande vitesse. Au fil du temps,
les responsables de l'ordre du Temple vont apprendre à se comporter comme de véritables gestionnaires de patrimoine foncier. Les donateurs étaient multiples, ils avaient des biens de consistance très variés. Une parcelle par ici, une grande exploitation là, avec parfois des écarts géographiques. Et donc il leur a fallu gérer ça de manière rationnelle. Et donc au fil du temps, on se rend bien compte qu'il y a des remembrements de propriétés, des échanges de terres. Voilà, une parcelle qui nous arrange davantage ici et on en cède une autre. C'est quelque chose de très courant. Les commanderies se sont installées à proximité de terrains qu'on pouvait faire fructifier facilement. Ils ont utilisé les réseaux routiers, les réseaux hydrauliques, à la fois pour l'équipement hydraulique, mais pas seulement, aussi pour la navigation, éventuellement sur les rivières. Et puis les routes qui leur permettaient de faire acheminer plus facilement vers les ports d'embarquement vers la Terre Sainte, Marseille, Aigues-Mortes, Montpellier, l'équipement, les chevaux qu'on élevait, les hommes. Il fallait quand même être à proximité de réseaux d'acheminement parce que le but ultime, c'était de drainer tous ces produits vers les ports de la Méditerranée. Nous ne savons pas exactement combien de commanderies possédaient les Templiers à l'époque, mais on estime leur nombre à environ 900 répartis à travers l'Europe, depuis l'Écosse au nord jusqu'au sud de l'Italie ou dans les royaumes chrétiens d'Espagne. En chacune de ces commanderies, vous avez entre 30 à 40 ou 50 personnes. Donc ça fait quand même déjà des milliers de personnes. On peut dire que les Templiers étaient une organisation à deux faces. À l'Est, l'ordre était une opération militaire destinée à défendre la Terre Sainte chrétienne. À l'Ouest, en revanche, les propriétés des Templiers n'avaient rien de militaire. C'étaient des centres financiers qui produisaient la richesse nécessaire pour soutenir les opérations dans l'Est. Donc on combinait la guerre à l'Est et le business à l'Ouest. Ils étaient éleveurs de moutons, agriculteurs, marchands de tissus. Ils avaient des vergers, des usines de fabrication de tuiles, des moulins. En fait, s'il y avait un moyen de gagner de l'argent, les Templiers l'exploitaient. On pourrait croire qu'ils aimaient l'argent, mais ce n'était pas le cas. Il s'agissait d'hommes d'affaires avisés qui faisaient tout pour soutenir leur croisade en Orient. En Angleterre, il reste aujourd'hui encore des traces de nombreuses commanderies templières, comme celle de Cressing Temple, dont l'une des granges est connue pour être la plus ancienne grange en bois du monde. Cressing Temple était le premier domaine d'Angleterre donné aux Templiers. Il a été donné en 1137 par la reine Mathilde. Il est rapidement devenu l'un des domaines les plus vastes et les plus importants, peut-être le plus important d'Angleterre. Il faisait plus de 280 hectares et était situé dans un lieu très stratégique, puisqu'il se trouve dans l'Essex, donc à mi-chemin entre Londres et le port de Harwich. Le port de Harwich était l'un des lieux les plus importants de cette période.